Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 11. La semaine dernière, j'ai eu une conversation qui m'a pas bouleversée, mais on va dire qui a remué des choses en moi, et j'ai eu envie de parler. C'est assez particulier parce que j'avais envie de parler, mais pas à quelqu'un en fait. Je voulais juste parler. Je voulais vraiment juste parler, dire ce que j'avais à dire et me casser. Je sais pas si ça sonne, si ça fait sens, si ça fait sens pour vous. Mais voilà, en tout cas j'avais envie de parler, de dire ce que j'avais à dire, de cracher ce que j'avais à cracher. Des choses assez personnelles en plus, mais j'avais pas envie d'avoir forcément quelqu'un en face de moi avec qui discuter. Du coup je l'ai pas fait. Et puis je me suis dit de toutes les façons, j'ai une philosophie, c'est que à deux c'est toujours mieux. Du coup non, ce sera pas un épisode solo, c'est un épisode où je suis accompagnée et je suis avec Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir André. Comment tu vas ? Ça va un peu. Un peu ? Pourquoi un peu ? L'autre peu. Ouais. L'autre peu, il est dans le cerveau qui réfléchit beaucoup, énormément. Il n'est pas là. Qui n'arrive pas à s'arrêter. Ouais, effectivement. Ok, je vois. Donc bienvenue sur The Little Voice in My Head. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que pour la petite histoire, on s'embête un peu sur les réseaux, mais c'est notre première fois tous les deux. Donc le principe, c'est que c'est une discussion entre deux personnes. Il n'y a pas de thématique pour cette fois-ci, mais je ne doute pas qu'on prendra la direction qu'il faut, ça c'est sûr. Avant de commencer, on a un petit rituel. C'est 2 questions. Alors, il y a la question que l'ancien invité a laissée. L'ancien invité s'appelle Jonathan, qui a laissé une question. Et il y a la question de l'invité, du coup. Tu as le droit de me poser une question, peu importe la thématique, totalement free. Tu peux aller dans tous les sens. Mais si ça me dépasse, je te dirais que ça me dépasse et que je ne veux pas y répondre. Du coup, on va commencer par toi. Est-ce que tu as une question, là, de manière spontanée, ou pas, ou très préparée depuis 10 minutes. Est-ce que tu aurais une question à me poser ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est de te demander, pour toi, ça signifie quoi être en sécurité avec soi-même ? Mais après, c'est une question à laquelle tout le monde n'a pas forcément la réponse ou on a du mal à formuler la réponse. Alors du coup, tu sais quoi ? On va commencer par la question de Jonathan. Parce que je pense que ta question va emmener sur peut-être sur la thématique du jour, sur la discussion du jour. Donc on va commencer plutôt par la question du dernier invité. Le dernier invité m'a demandé de te demander à quoi tu penses le soir en allant te coucher. Qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit ? Tous les soirs ou hier soir, qu'est-ce qu'elle t'a dit avant de te coucher ? Est-ce que tu entends une voix dans ta tête déjà ? Oui, on peut dire ça, oui. Et qu'est-ce qu'elle me dit tous les soirs avant de me coucher ? Ouais, disons que pour apporter une réponse qui va être dans un bon contexte, je vais faire une petite présentation à ma manière de moi-même, parce qu'il y a des éléments qui vont revenir. Chloé qui vit à Douala au Cameroun, il est passionné d'art et de personnes, passionné d'art principalement de cinéma, de photographie et de littérature. Et les artistes qu'il écoute le plus en ce moment sont Baloji et Masego. La petite voix dans ma tête, ce qu'elle me dit à peu près tous les soirs avant d'aller me coucher, elle me demande si je me suis vraiment nourri de ce que signifie l'art pour moi et de l'impact qu'il a dans ma vie. Parce que j'estime que à un certain degré de consommation et à un certain degré d'attachement à l'œuvre de certains créatifs, créateurs, artistes, l'art est quelque chose de très profond qui fait en sorte que ça influence d'une manière certaine comment est-ce qu'on se pense soi-même, comment est-ce qu'on pense nos rapports avec les autres et comment est-ce qu'on pense notre sensibilité. Donc, la petite voix dans ma tête presque tous les soirs, quand elle ne me torture pas, c'est plus ou moins ça qu'elle me pose comme question. Est-ce que tu t'es assez nourri aujourd'hui, c'est ça ? Est-ce que tu as assez nourri ton âme de l'art qui la comble en fait ? Qui est autour de moi, c'est plus ou moins ça. En fait, c'est comme un bilan de la journée que tu fais ? Je dirais pas un bilan de la journée. Je considère ça plus comme aussi une manière de me demander si j'ai assez laissé de place à ma sensibilité dans la journée. Parce que pour moi, au final, art égale à sensibilité aussi. Sensibilité qu'on exprime, sensibilité qu'on accepte de recevoir, sensibilité qu'on accepte de laisser vivre. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Je vois. Du coup, on va revenir à ta question sur la sécurité avec soi-même, c'est ça ? Oui.
Bon, du coup, est-ce que tu peux la reposer? Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi ou qu'est-ce que ça implique pour toi d'être en sécurité avec toi-même? Alors, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être que si tu commences à me donner ta définition de sécurité avec toi-même, enfin avec soi-même, je pourrais comprendre c'est quoi la sécurité avec soi-même. Je pense que de ce que je mets dedans, la sécurité avec soi-même, c'est de se donner la possibilité de trouver de la paix en soi. Quand je dis trouver de la paix en soi, c'est assez facile de dire je suis en paix avec moi-même, je m'accepte comme je suis, ce genre de blablatage-là, parce qu'en fait, pour moi, c'est généralement du blablatage. Mais d'arriver au niveau où vraiment on ressent une sorte de tranquillité dans le fait d'évoluer avec sa propre âme. C'est-à-dire que ton âme ne te blesse pas. Je veux dire, les choses peuvent te blesser, la vie peut te torturer et tout, mais le fait de savoir que on a un certain attachement toi-même à son âme, pour moi, ça fait partie de la sensation d'être en sécurité avec soi-même. Ok, bon, je suis pas sûre que ma réponse va... Mais si tu n'as pas de réponse, il n'y a pas de problème, hein. Non, non, non. Non, c'est une question qui est assez particulière parce que ça voudrait dire que tu penses que je suis en sécurité avec moi-même. Et du coup, pendant que tu me donnais tes explications, je me demandais si j'étais en sécurité avec moi-même. Et que du coup, bah, si je suis en sécurité avec moi-même, comment ça se passe? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Non. Je ne suis pas en paix avec moi-même et je pense que j'ai... alors, comment est-ce que je peux formuler ça? Je suis pas en paix avec moi-même, mais je ne suis pas non plus dans le tourment. Je pense que je suis dans une... Il faut que je mette beaucoup plus de contexte. Je crois en la réincarnation de l'âme, je crois en l'évolution de l'âme, et je pense que actuellement mon âme est dans une étape d'évolution et que du coup ça rend les choses assez compliquées entre le passé et l'avenir. Et je suis pas dans le tourment. Toute évolution vient avec du changement, vient avec des efforts, vient avec des perturbations. Et je pense que je suis dans cette étape-là, phase-là. J'essaie de maintenir un certain équilibre, mais je ne suis pas totalement en paix avec moi-même. Je pense même que je suis dans une espèce de lutte entre ce que je veux être et ce que je dois peut-être être. Mais je ne suis pas tourmentée. Je ne suis pas tourmentée. Je pense que ce avec quoi j'ai fait la paix, c'est de fait de pas être totalement en paix. Genre je l'ai accepté et j'accepte que c'est pas lisse, c'est pas calme, c'est pas rose, c'est pas totalement ce que je veux, c'est pas totalement où je dois être. C'est compliqué et que il y a du travail à faire et que le travail doit venir de moi et qu'il faut que je me prépare à le faire ou il faut que je sois prête à le faire. J'ai accepté beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, mais je sais pas si je peux dire que je suis pleinement en paix avec moi-même. J'ai accepté des aspects de ma personnalité, de mes envies, mais je pense pas être en paix avec moi-même totalement. Du coup, je ne peux pas répondre à ta question. Ta question est hyper compliquée. Ouais, disons qu'apparemment j'ai le chic pour poser les questions compliquées aux gens. Ça me dérange pas, pour le coup, ça me dérange pas. Et je pense que c'est bien de poser les questions compliquées aux gens parce que c'est des questions qui poussent à l'introspection. Et les gens ne le font pas assez ou ils le font de manière superficielle. Et si tu arrives à formuler de façon juste la question qui va pousser à une véritable introspection, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais au début de l'épisode, sur la conversation que j'ai eue avec un ami, pour mettre un peu de contexte par rapport à la situation, mon ami, c'est un homme de Dieu. Et c'est assez particulier parce que à chaque fois qu'on se voit, malheureusement, je trouve que c'est pas assez, à chaque fois qu'on se voit, on aborde quasiment jamais la spiritualité. En tout cas, des sujets de spiritualité. Vraiment quasiment jamais. D'ailleurs, il m'a dit, allons, on va l'appeler Charles. Il m'a dit, il y a peu de personnes qui viennent voir Charles. Les gens viennent voir le pasteur, l'homme de Dieu, le guide. Mais il y a très peu de personnes qui viennent voir Charles. Moi, quand je viens voir Charles. Du coup, on n'a pas beaucoup de conversations de spiritualité. On a des conversations sur l'humain, sur les relations, sur le ressenti. Bref, en tout cas sur l'humain et pas sur le spirituel. Et donc, c'est aussi une particularité que j'ai avec mes amis, c'est on peut se voir, passer des heures ensemble, parler de tout et de rien. Et au moment de se séparer, les 15 dernières minutes, c'est là qu'on essaie de tout déballer, tous les trucs hyper profonds
Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a passé 2 heures à avoir des conversations sur l'humain, mais superficielles. En tout cas, qui n'étaient pas forcément très très personnelles. Puis on a dû se dire au revoir 20 fois. Et c'était les 15 dernières minutes où on a abordé des questions assez personnelles. Et il m'a dit quelque chose qui m'a pas surprise, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était visible, on va dire. Comme je disais, je crois en la réincarnation, je crois au don des gens. Je pense qu'il y a des gens qui voient des choses, qui sentent des choses. Et il a un don de vision. Et c'est assez particulier parce que je me définis comme quelqu'un de cartésien, en fait. Pour moi, les choses doivent être logiques. Voilà, comme quelqu'un de cartésien, comme quelqu'un de rationnel. Mais au contact de certaines personnes, j'ai appris et accepté tout ce qui était surnaturel. Donc il a des dons de vision. Et je lui ai dit en blaguant, ouais, mais toi tu vois des choses et tu vois jamais des choses sur moi. C'est relou, en plus t'es pas le seul. J'ai quelqu'un d'autre qui est proche de moi qui a clairement des dons de vision. Mais jamais la personne voit des trucs sur moi, quoi. C'est nul. Franchement, je sais pas à quoi vous servez. Et il m'a répondu, mais tu sais, déjà de base, quand tu viens me voir, tu viens voir Charles, tu viens pas voir l'homme de Dieu, le guide et tout. Mais en plus, le problème, c'est pas que je veux pas voir tes choses. Il me dit, c'est toi qui verrouille. Il y a un mur. Et c'est tout. Je lui fais, mais comment ça, il y a un mur? On est là, tranquille, on discute. Il me dit, non, il y a juste un mur que tu mets. Et du coup, tant que je suis pas invité ou tant qu'il y a pas de raison particulière pour que je vois derrière, je verrai toujours le mur. Et il m'a dit, par exemple, la première fois qu'on s'est vu, il y avait des gens et tout. Bon, je vois les gens. Des fois je vois des trucs et toi je te vois et je vois un mur. Je me dis ok, soit c'est Dieu qui veut pas que je vois, soit c'est toi qui veux pas que je vois. Et puis en fait je me suis rendu compte que c'est juste toi qui veux pas. Et je fais mais comment ça, vois mes choses. Je lui ai dit vois, il me dit non, arrête tes bêtises. Bref, en tout cas, de ce départ de conversation, il y a eu d'autres choses qui ont été dites, c'est vrai, mais c'est surtout le côté de la barrière en fait. C'est le sujet en fait qui m'est venu en tête, que je voulais absolument aborder là. La barrière que les gens se mettent, pourquoi est-ce qu'ils se la mettent, à quel moment en fait la barrière est érigée. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour détruire cette barrière? D'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire de détruire la barrière, la barrière, le mur, le bouclier, peu importe? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui met un mur? Personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un qui met un mur. Mais les gens ont l'habitude de me dire que je suis difficilement sondable en vérité, dans la mesure où il y a tellement de niveaux qu'on ne sait pas vraiment où est la profondeur de la personne, ce qui est léger et ce qui est vraiment à l'intérieur. Du coup, je pense pas que les gens essayent de me sonder ou de voir au-delà de moi plus que ça. Généralement, c'est moi qui vois plus ou moins dans les autres, ce genre de choses-là. Pourquoi est-ce que tu dis que les gens ne cherchent pas à savoir? Enfin, c'est pas qu'ils ne cherchent pas à savoir, c'est qu'en fait, je pense que ça me fait penser au fait que beaucoup de personnes disent, quand on dit avoir de l'intérêt pour l'autre, quand tu te rends compte que ce n'est pas facile d'accéder à ce qui est vraiment profond, tu abandonnes. Les gens s'attendent à ce que ce soit facile d'accéder aux profondeurs de l'autre. C'est pas forcément parce que l'autre ne se laisse pas découvrir, mais parfois, il y a des gens qui en ont conscience comme il y en a qui n'en ont pas conscience. Parfois, il y a des personnes qui ont tellement de stratification dans leur personne. Je fais bien la différence entre personnalité et personne. Qui ont tellement de stratification dans leur personne qu'il faut prendre le temps et avoir une envie véritable de dive dans qui et où ils sont. On parle pas des gens, on parle de toi. moi, justement, pour amener ça à moi, je pense que beaucoup de personnes sont arrivées au niveau où elles avaient l'impression d'en apprendre beaucoup, mais en même temps d'avoir l'impression d'apprendre rien. C'est quelque chose que tu fais volontairement? Non, justement. Je fais pas ça volontairement. Mais j'ai conscience d'être ce type de personne-là qui se laisse découvrir, on va dire. Mais les choses ont un sens tellement profond, justement, pour moi, que la personne en face va certainement à un moment donné se dire, mais j'arrête pas d'apprendre ou d'essayer de comprendre, d'essayer de découvrir. Mais quand il me parle, j'ai l'impression que je connais toujours rien. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'écart entre la limite de la profondeur de l'autre sur un sujet, par exemple, et la mienne. Donc, ça crée une sorte de décalage où la personne ne sait pas vraiment si c'est moi qui mets un mur, qui fausse un peu les choses ou s'il y a autre chose en fait. La question que je me pose, c'est, tu as parlé de stratification de personnes dans leur personne et ça va venir.
Je cherche comment formuler ça correctement. Et tu as dit, il y en a qui pensent que apprendre l'autre ou apprendre à connaître l'autre, ça doit être facile ou ce sera facile, mais ça ne l'est pas. Tu penses que ça doit être difficile? Est-ce que tu penses que ça doit être éprouvant d'apprendre à connaître l'autre? Est-ce que le fait de donner plus de fil à retordre, on va dire ça comme ça, à l'autre pour se découvrir, ça fait que ça montre que l'intérêt de l'autre est plus important et que donc du coup, il mérite plus de te découvrir? Je vais te répondre en deux temps. Déjà de base, je ne mettais pas en opposition facilité et difficulté. C'est quand même des Oui, contraires, mais comment tu les mets pas en opposition? oui, mais en fait, là, c'est le sens des mots et tout là. J'estime que c'est pas intéressant de se rendre difficile à découvrir parce que comment je peux dire ça? Enfin, c'est pas intéressant de rendre la tâche difficile à l'autre. Si tu ne donnes pas ou si tu n'as pas envie de donner l'accès à qui tu es, à ce que tu es, autant ne pas le faire. Si tu doutes de la personne qui est en face, autant prendre le temps de dire à l'autre, je doute encore que tu puisses accéder à moi et j'ai besoin d'être rassuré par rapport à ça. Mais rendre la tâche difficile, je ne trouve pas ça intéressant. Ce que j'entendais par le niveau de facilité, c'est qu'en fait, on le dit assez souvent ou assez facilement, avec beaucoup de légèreté sur les réseaux ou dans certaines conversations. C'est que tout le monde n'a pas le même sens des choses. Tout le monde ne met pas le même niveau de profondeur dans les concepts, dans les idées. On le dit sans vraiment prendre conscience de ça. Comme je disais, il y a des personnes qui, pour elles, le sens des choses est véritablement profond, ce qui fait en sorte que et elle ne cesse d'entrer en profondeur dans le sens des choses pour elle, ce qui fait qu'en fait elles-mêmes ne savent pas où est la limite par exemple. Et je pense qu'on est dans une société ou dans une époque on s'attend à ce que tout soit fini dans la découverte de l'autre en face, de manière à si après 1 mois ou 2 mois je n'ai pas l'impression de maîtriser ou d'avoir toute la compréhension de qui est l'autre, c'est que la personne se refuse à moi. C'est ça que j'entends par... Les gens pensent que c'est facile à faire. Or, il y a des personnes qui sont tellement dans la quête du sens des choses pour elles-mêmes et pour tout ce qui est autour d'elles que ça ne s'arrête jamais autant en fait. elles essayent, oui, ça ne s'arrête jamais. Et il n'y a qu'en prenant le temps de comprendre déjà que la personne est consciemment ou inconsciemment dans ce genre de cheminement-là que tu peux justement entrer dans une compréhension ou dans un accès facile à qui elle est. Ok, mais ça j'ai envie de dire, c'est quelque chose que tu peux annoncer d'entrée de jeu. Parce que j'ai voulu rebondir en disant, tu peux pas me connaître parfaitement si moi-même je ne me connais pas parfaitement. Parce que moi-même je vais découvrir des choses sur moi. Avec le temps, avec les expériences, avec les situations, avec... voilà quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain c'est pas... je veux dire, c'est pas comme un produit dans un flacon où tu as le début du flacon, tu as la fin du flacon, tu sais ce qu'il y a dans le flacon, tu sais c'est quoi le contenant, non. L'humain est complexe et de ce fait, tu maîtrises jamais quelqu'un totalement parce que la personne elle-même ne se maîtrise pas totalement parce qu'il y a toujours des situations face auxquelles elle sera exposée qui sera une première pour elle et de ce fait elle découvrira sa réaction par rapport à cette situation là qui peut être anticipable parce qu'on connaît les habitudes, on connaît les traits de personnalité mais qui peut être aussi surprenant. À partir de là tu peux pas te dire que si au bout de 2 mois, ça c'est ma conception pas te dire que si au bout de 2 mois je le connais pas par cœur, je connais pas l'autre par cœur, c'est que je connaîtrai jamais l'autre, donc basta quoi. En même temps, quand on est un être qui est aussi en perpétuelle quête de soi, de vérité, je sais même pas comment est-ce qu'il faut dire ça, mais en quête tout simplement, on peut se présenter comme étant un être en quête. Ça fait que l'autre en face n'est pas surpris qu'il y ait perpétuellement des découvertes en fait. Après, l'autre a le droit de vouloir s'engager dans ça ou pas. Parce que c'est aussi un point à prendre en compte. C'est facile de dire... moi je suis comme je suis un être complexe, je me cherche, au sens littéral du terme, je me cherche, en tant que personne, je cherche à comprendre les choses, il y a des concepts qui ont une place importante dans ma vie, que je ne maîtrise pas et en fait qui ne sont même pas faits pour être maîtrisés, et que c'est ce qui me caractérise, et l'autre au bout de 2 mois, ça l'a saoulé, du coup il s'est barré, mais en fait c'est son droit. C'est son droit de ne pas vouloir embarquer pour ce type d'aventure. Mais pour ça, il faut faire preuve d'honnêteté, déjà auprès de soi, pour se dire que, en fait, si je suis comme ça, si je suis comme ça, c'est pas ça que je veux dire, mais
Ce que je suis, c'est quelqu'un qui est en quête. Quand tu te présentes, bonjour, je m'appelle Loïc, je suis quelqu'un en quête. Enfin, je suis quelqu'un en quête. Quelqu'un en quête, ça veut dire que voilà, je suis toujours en train de chercher, à creuser, je suis toujours en train de creuser, pas par rapport à tout, mais par rapport aux concepts qui ont une certaine importance pour moi. Et en creusant, je découvre des choses qui me permettent de me découvrir aussi. Donc, je suis pas un être avec genre, tu peux pas avoir une description complète de ma personne parce que moi-même je ne l'ai pas. Donc, toi-même, tu es conscient que c'est ce que tu es ou que c'est qui tu es. À partir du moment où tu as fait cette preuve d'honnêteté avec toi, tu fais preuve d'honnêteté avec l'autre. Bonjour, je suis Loïc et c'est qui je suis. Et l'autre a le droit de vouloir embarquer dans cette aventure ou pas. Et ce que je passe mon temps à dire aux gens de mon entourage, la première personne avec qui les gens manquent d'honnêteté, c'est eux-mêmes. Effectivement. Après, ça peut être un manque d'honnêteté, ça peut être un manque de recul aussi. Parce que peut-être que la personne n'a juste pas conscience de ce qu'elle est, de qui elle est. Mais en général, les gens manquent d'honnêteté avec eux-mêmes. Et après, ils manquent d'honnêteté avec les autres. Et après, tout le monde a l'impression de s'être fait avoir. Et après, on raconte que Ménard trash. Mais bon, c'est ça, quoi. Un des éléments aussi que mon ami m'a dit lors de notre discussion, et je me suis rendu compte bien après, en fait, ce qu'il me disait avait du sens, mais il y avait quelque chose qui me gênait. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit le mur que tu as monté doit venir de blessures ou de déceptions. Il a dit 1 ou 2 fois, ou 3 fois d'ailleurs. Et ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait parce que je me suis dit ouais, mais quelle est cette déception ou quelle est cette blessure que j'ai eue qui a fait en sorte que je monte un mur. Et du coup, j'ai réfléchi pendant 1 jour ou 2. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vrai. Tout ce qu'il avait dit était vrai sauf ça. Je trouve que c'est trop facile de... Ouais, enfin, pas trop facile. Alors, je trouve qu'on accuse beaucoup les blessures et les déceptions pour justifier des traits de caractère. En général, qui sont... Effectivement. Qui sont désagréables. Oui, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai été blessé. Non, tu es comme ça parce que tu as eu une situation, tu as été face à une situation et c'est le choix que tu as fait. Tu as fait le choix d'être cette personne-là. Tu as fait le choix d'être une personne, je sais pas, méchante, aigrie, whatever. Mais pour moi, c'est un choix qu'on fait. Parce que tu peux avoir 2 personnes qui sont exposées à la même situation et qui n'ont pas la même règle. Donc pour moi, c'est un choix qu'on fait. Donc quand il m'a dit oui, blessure, déception, je me suis dit, ah, les hommes de Dieu. Là, il avait repris sa cape d'homme de Dieu et je déteste ça. Oui, blessure, déception, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'était ni l'un ni l'autre. C'est juste une éducation. C'est juste une éducation que j'ai reçue, pas de la bonne personne. Et je m'en suis voulu de me rendre compte quasiment 20 ans après de l'impact en fait que cette personne a eu sur moi. Sur ma façon d'aborder certaines choses, d'aborder certaines situations. Et pourquoi est-ce que je raconte ça ? Je ne sais plus. Faut pas me laisser parler trop longtemps toute seule. Non, mais je t'écoutais parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose qui est très important pour moi dans l'aspect relationnel. Que ce soit déjà dans tout ce qui est relations de travail et relations amicales, et encore plus quand ça évolue au stade, disons, amoureux, amour, couple, ce genre de choses-là, oui. Au fait que j'accorde beaucoup de considération à avoir en face de moi une personne qui respecte la vérité de ses émotions. C'est important pour moi parce que je crois que comme tu dis par exemple, on accuse trop facilement les choses comme les déceptions et les blessures d'avoir l'influence de certains caractères ou désagréables qu'on ne veut pas travailler. À mon sens, quand on le fait, on n'est pas assez à l'écoute des émotions véritables qu'on a et on n'a pas suffisamment de respect envers elles. Sauf que quand tu construis quelque chose où tu respectes tes propres émotions, où tu les respectes à fond, je crois que ça te donne une sorte de facilité à ne pas tomber dans le piège de trouver l'excuse en dehors de toi-même, mais aussi à mieux comprendre les situations compliquées qui peuvent arriver avec les autres. C'est-à-dire que parce que tu respectes mieux ou plus tes propres émotions, parce que tu as de la considération envers elles. Par exemple, quand tu entends des gens te dire être triste, ce n'est pas pour moi, pleurer à cause d'un chagrin d'amour, ce n'est pas pour moi, ce genre de choses-là. Et généralement, il y a beaucoup de situations qu'ils ont du mal à gérer quand on fait appel à l'humain, parce qu'ils n'ont pas de respect justement ni de considération envers ce qu'ils ou elles peuvent ressentir qui est profond. Or, quand tu construis ce respect-là et quand tu le vis, pour moi tu as tout de suite plus de charme, plus d'intérêt à
observer, à côtoyer et même à travailler avec. Il faut respecter sa faiblesse. Ses faiblesses, tout ce qu'on peut ressentir, quel que soit le cadre. Et je pense que c'est même pas juste une question de faiblesse. C'est-à-dire que les émotions qu'on ressent sont tellement variées et parfois uniques aux gens en fonction des situations qu'on ne les écoute pas assez. Moi, par exemple, j'ai du mal à respecter le moment où je peux être fier de moi parce que je fais quelque chose que tout le monde félicite et qui, en vérité, mérite d'être félicité. Mais j'ai du mal avec le sentiment de fierté. Au-delà même de tout ce qui est self-sabotage et tout, je n'accepte pas de ressentir de la fierté. Et j'ai conscience que ce n'est pas correct de ma part. Le self-sabotage, c'est tu prends la fierté, tu la jettes à la poubelle. Mais moi, je suis carrément à un niveau où je n'accepte pas. Je ressens fierté, je n'accepte pas. Pas parce que je me dis que je ne mérite pas, mais parce que je me dis que, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi, de me sentir fier. Mais ces derniers temps, par exemple, j'apprends à accepter que la fierté soit là, même si j'ai du mal à la justifier. Et tu as tout un panel d'émotions comme ça que je trouve que les gens ne considèrent pas assez quand ils les vivent. Oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en général, quand tu as commencé à parler de respecter les émotions, j'ai tout de suite pensé d'abord aux émotions négatives, que ce soit les émotions qui vont dans le sens de la tristesse ou les émotions qui vont dans le sens de la colère. Quand par exemple, on se dit qu'on n'a pas le droit de ressentir telle chose par rapport à telle situation, j'ai tout de suite d'abord vu les émotions négatives, parce que ce sont les émotions qu'on essaie de refouler la plupart du temps. Après, je me suis dit, il y a aussi l'amour des fois qu'on ne respecte pas. On se dit, c'est pas normal qu'on aime cette personne ou qu'on continue à aimer cette personne malgré les choses qu'elle a faites, qu'elle a dites. Et après, tu es arrivé au niveau de la fierté et ça m'a fait penser à moi. Je sais pas si je refuse ou si je ne respecte pas le sentiment de fierté, mais je sais que pendant longtemps, ma philosophie, c'était que je n'étais pas exceptionnelle. Du coup, il n'y a pas de quoi être fier de X ou Y chose, parce que plus dans le sens de tout le monde fait ça. C'est pas que c'est nul, c'est plus genre tout le monde le fait en fait. Tout le monde pense comme ça, tout le monde est comme moi, ou du moins je suis comme tout le monde. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Je suis comme tout le monde, je suis une personne lambda, qui a rien d'exceptionnel en fait, vraiment rien d'exceptionnel. Et ça m'a rappelé qu'il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours, j'ai une amie qui m'a dit si seulement tu te voyais comme on te voyait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je me vois. Je me vois bien, il y a toujours rien d'exceptionnel, toujours parce que je sais pas d'où c'est venu, je sais pas d'où ça vient. Par contre, ça, je ne sais pas d'où ça vient parce que ça vient pas de c'est assez particulier parce que de la même manière, j'aime raconter autour de moi de comment est-ce qu'on est tous différents dans ma famille. Chacun sa personnalité, qu'on a laissé pleinement s'exprimer en fait. Personne n'a jamais été brimé par rapport aux autres. C'est peut-être aussi dû aux écarts d'âge, d'années qu'il y avait entre nous, qui faisaient qu'en fait, il n'y avait même pas de raison pour qu'on se marche les uns sur les autres. Donc chacun a été vraiment élevé de manière unique et avait le droit d'avoir sa pleine personnalité. Et je sais bien que mes frères et moi, on se ressemble sur plein de points, mais on est aussi très 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 différents sur plein de points. Donc de me sentir unique dans ma famille, mais de me dire qu'en fait, tout le monde, je suis comme tout le monde en fait. Ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter que même certaines facilités, facultés, capacités, compétences que j'avais, j'en parle sur le plan humain, même pas technique, parce que ça c'est encore autre chose, que certaines, on va dire, qualités humaines que j'ai, que tout le monde les a pas en fait. Donc oui, il y a vraiment, quand tu as parlé de fierté, je sais pas pourquoi ça m'a ramené à moi qui me trouve pas différente. Et il y a 2 semaines, on m'a encore dit que je n'utilise pas mon plein potentiel, que j'ai des choses à dire. Quand je parle de mon podcast, je dis oui, mais en vrai, dans mon podcast, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'écouter les gens. Oui, mais non, mais t'as des choses à dire. Et c'est vraiment genre, c'est même pour tout ça quand j'ai répondu à ta question de départ, de pas être en sécurité avec soi-même, de pas être en paix avec soi-même, de vivre un espèce de combat entre ce que tu veux être ou ce que tu penses vouloir être et ce que tu dois être. C'est en plein, c'est juste ça quoi. C'est juste l'histoire de ma vie, de me dire que j'ai l'impression que mon âme, c'est une âme d'un être public, tu vois, d'une personne publique, alors que
c'est quelque chose dont j'ai horreur. Je n'aspire pas à ça, Ouais. tu vois. Et je pense que ça c'est peut-être lié aussi. Mais je pense que, enfin, sur le point d'exceptionnel, il y a le fait que généralement les gens s'attendent à ce que le côté exceptionnel de qui ils sont, de qui ils peuvent être, se concrétise obligatoirement sur le plan professionnel, de la carrière, ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est un peu une erreur dans la mesure où à supposer qu'on soit dans une société qui est complètement équitable, où il n'y a pas de discrimination quelconque, même dans une société pareille, ce serait compliqué d'assouvir, à mon sens, tout le caractère exceptionnel dans le sens professionnel de la chose. Parce que quand tu penses ton côté exceptionnel uniquement par la carrière, à un moment donné, tu deviens insatisfait et frustré. Parce que tu vas te demander, bah, si je suis si exceptionnel que ça, pourquoi est-ce que j'arrive plus à faire des choses si exceptionnelles que ça? C'est ce qui me ramène justement au fait que ça, c'est quelque chose aussi que m'a dit depuis que je suis, depuis toujours. Peut-être pas toujours avec les mêmes mots, mais avec toujours des mots où tu sens que la personne qui est en face de toi et qui te regarde, elle a l'impression que vous êtes vraiment pas fait de la même matière. Et avec le temps, moi personnellement, je me suis dit que je m'en fous un peu de ça sur le plan professionnel, de manière à ce que je sais là où ces éléments qui font en sorte qu'on puisse me trouver exceptionnel, particulier et tout s'expriment. Je sais dans quel cadre ça s'exprime, je sais plus ou moins à quoi ça peut ressembler et je les utilise plus peut-être au service des autres que pour être la personne la plus grande dans la pièce. Ça déjà c'est quelque chose qui me fait être un peu plus en accord avec le fait d'entendre les gens dire tu es exceptionnel, tu es ceci, tu es cela. Je ne sais pas si je le suis, mais j'accepte d'entendre les gens me le dire. Ça déjà, je pense que c'est une première étape d'accepter que les gens le disent parce qu'ils le ressentent et le pensent vraiment et que même si on n'est pas d'accord avec les mots avec lesquels les personnes le disent nous aident à nous découvrir un peu plus nous-mêmes. Mais là où j'essaie de tirer le plus de ces pots-là, c'est sur le plan humain. Parce que je me dis, les 2 ou 3 dernières personnes qui m'ont parlé de ça, je rigole parce qu'en fait, ça va être super con, mais les 2 ou 3 dernières personnes qui m'ont parlé de ça sont des femmes que j'ai aimées. Et Super le pire, fort. c'est que j'ai voulu te dire ça. C'était tes nanas. Ah, mais non, c'est pas... Non, ce serait trop dire. Disons que c'était des femmes que j'ai aimées, mais il n'y avait pas forcément la réciprocité sur la forme de l'amour. Il y avait de l'attachement et tout ça, mais c'était pas forcément le même type d'amour. Mais bon, ça, on va pas trop développer là-dessus. On peut. Mais On peut. non, pas la même. Au prochain Mais en épisode. tout cas, mais en tout cas, c'était des relations où je sentais que la personne qui te disait les choses choisissait vraiment ses mots avec soin, mais en même temps, elle les pensait vraiment. Et je me suis rendu compte que ça arrive vraiment comme qu'elle me le dise quand on discutait des choses de l'âme, de l'être humain pleinement. Pas qu'elle ne pense pas que même professionnellement, je peux être exceptionnel, ce genre de choses-là, mais qu'elles essayaient de me faire comprendre que c'était plus important de l'accepter humainement dans mon rapport à moi et dans mon rapport aux personnes qui m'entourent. Parce que en tant que personne qui est considérée exceptionnelle, j'ai une sorte de facilité à apporter de la lumière, de l'éclat aux gens qui sont autour de moi et à vraiment rendre les gens meilleurs. Et ça m'a fait reconsidérer tout mon rapport au fait d'être perçu comme une personne exceptionnelle. Est-ce que ça doit obligatoirement s'exprimer en ayant la carrière la plus palpitante du monde? Est-ce que ça ne doit être que humainement, ou est-ce qu'il faut trouver un équilibre où tu le vis et tu l'acceptes tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, toutes les deux, pour prendre les 2 derniers cas, c'était pratiquement les mêmes termes employés alors qu'il est impossible qu'elles se connaissent. Et je pense que ça, sur les 2, 3 dernières années, ça participe à assainir un peu mon rapport au fait d'entendre les gens me dire certaines choses. Parce que, enfin, on n'accepte pas toujours que les gens nous disent des choses qui sont bien sur notre personnalité, sur qui on est. Parce qu'on estime parfois qu'elles exagèrent. Généralement, c'est parce que on a peur que ça nous gonfle la tête
et qu'on croit qu'on est donc trop parfait, trop spécial, plus qu'on ne l'est réellement. Parce que parfois, on veut être au final la personne la plus grande dans la salle. Alors que quand les gens nous font ce type de compliment-là, c'est plus pour nous dire justement que dans le rapport et dans le partage aux autres, quel que soit le cadre, on a quelque chose qui tire les autres vers la lumière plutôt que d'être une personne qui paraît je suis en haut et vous êtes en bas. Je vois ce que tu veux dire. Après, me concernant, j'ai pas de problème d'ego, dans le sens où j'ai pas peur de gonfler en ego. Il y a des qualités, il y a des aspects de ma personnalité qui sont valorisés par les gens, que je me suis totalement approprié, que j'arbore même fièrement. Il y a quelques... En tout cas, il y a quelques semaines, je discutais avec ma sœur au téléphone et je sais plus c'était quoi le sujet, mais je sais qu'à un moment donné, je lui ai dit on peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais s'il y a un truc dont je suis sûre, c'est que je suis une nana intelligente. Ça, vraiment, c'est pas le truc que tu vas venir me dire et puis je vais oh non, c'est pas non, pas trop. Joe, je suis une nana intelligente en fait, sincèrement. Donc, en montant des sons, je suis pas la plus intelligente du monde, je suis pas la plus cultivée du monde, mais je suis une nana intelligente. Et donc il y a des choses, tu vois, dont je prends possession. Si tu as André, vraiment, c'est une meuf intelligente, je vais dire oui, tu vois. Ou si ou je dis, je suis une nana drôle. Je le dis, moi je suis une nana drôle, franchement, je suis marrante, on peut pas discuter, tu vas pas rigoler, tu vois. Il y a des qualités que je me suis clairement appropriées sur ma personne. Et il y a d'autres, en fait, comme je te dis, c'est vraiment le rapport de... C'est tellement moi que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de spécial. Parce qu'en vrai, je me connais moi. Et si je suis mon propre référentiel, c'est ça qui est normal. Autre chose pour être en dessous ou au-dessus. Moi, je suis le référentiel. Du coup, quand les autres qui se prennent peut-être eux-mêmes en référentiel, enfin, trouvent que cet aspect-là est en plus 1 ou en moins 1, c'est ça qui, je pense que c'est ça qui me dérange ou qui fait que je l'accepte pas facilement parce que je me mets toujours sur mon référentiel. Et là, pour le coup, tu vois, c'est une théorie que je viens juste de penser. J'y avais pas pensé avant. J'y avais pas pensé. Et je pense qu'en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que, si tu bois 3 litres d'eau tous les jours, par exemple, c'est toi qui bois 3 litres d'eau pour tous les jours. Moi qui n'en bois qu'un, je vais trouver que tes 3 litres, c'est exceptionnel. Oh, comment tu fais? Alors qu'en fait, toi, c'est 3 litres que tu bois tous les jours. C'est rien. C'est ta consommation quotidienne. C'est la base, comme on dit. C'est la base. Et donc, en fait, il faut comprendre que ce qui est la base pour toi ne l'est pas pour les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai difficilement appris. Je l'ai appris, je ne l'ai pas encore intégré pour tous les aspects de ma personnalité, mais je l'ai appris. Je l'ai appris dans d'autres circonstances. Il y a une phrase magique que les gens disent, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie ou un truc comme ça. Une phrase toute faite que les gens disent souvent. Et je me suis souvent retrouvée dans des situations où je discutais avec des hommes qui parlaient des femmes et qui avaient des propos que je trouvais inconcevables. La femme ci, la femme ça, ou pire encore, la femme gabonaise. La gabonaise est comme si. Et j'étais en mode, mais les gars, vous pouvez pas parler comme ça alors que je suis en face de vous et que je suis absolument pas comme ce que vous décrivez. Et oui, mais les femmes, pas toi. Enfin, oui, je suis une femme, mais oui, mais pas toi. Et je réfléchis et je me dis, mais dans mon entourage, aucune des femmes ne correspond à ce que vous décrivez. Oui, mais en fait, peut-être qu'à un moment donné, il faut juste que tu acceptes que tes amis que tu as choisis parce que vous vous ressemblez, parce que vous partagez des valeurs, que vous partagez une certaine vision de la vie. Vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout, mais peut-être sur des choses qui sont essentielles, qui sont la base de votre relation. Tu les as choisis, ces amis. Du coup, elles te ressemblent. Elles ressemblent pas à la description qu'on fait des femmes, mais sache que vous ne ressemblez même pas là. Vous n'êtes même pas dans la moyenne. Vous n'êtes même pas dans la moyenne. Parce que la moyenne... Bon, je vais faire un peu date à la coup. On est au-dessus de la moyenne, largement au-dessus. On est exceptionnel comme nana, tu vois. Mais... Ouais. Je raconte comme ça en rigolant, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que je me suis mise en standard. Et j'ai mis mon entourage en standard. Et donc, je ne comprenais pas ce que les autres expliquaient. Ce que les autres décrivaient. Parce que c'était ça mon référentiel. Et ils m'ont dit, sors de là. Enfin, ils m'ont dit ça de manière un peu plus brutale, mais c'était oui, sors de ta bulle, parce que tu es dans une bulle. Et je suis sortie de ma bulle. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que sur la base du vrai référentiel, on est au-dessus. Et je pense que c'est ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on intègre pour les gens qui ont du mal à accepter les compliments qu'ils reçoivent.
en tout cas d'être des personnes spéciales, différentes, exceptionnelles, c'est peut-être parce qu'elles se prennent elles-mêmes en référentiel. Et que du coup, étant référentiel, en fait, ce que tu fais n'est pas exceptionnel. Et c'est là où on rentre souvent dans le syndrome de l'imposteur. Il y a ce que tu fais, ce que tu sais faire. Et en fait, tu n'as pas l'impression d'avoir une légitimité parce que, en vrai, c'est ce que tu es. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Non, mais ça, c'est important d'acquérir un rapport sain à ce qu'on est de bien, à ce qu'on a de bien, à ce qu'on fait de bien, dans la mesure de pouvoir un peu profiter de soi-même, de qui on est. Ça revient un peu dans ce que je disais sur le fait d'être en sécurité avec soi-même. C'est déjà justement de prendre un peu plaisir à certains aspects de sa personne. Moi, par exemple, une des choses qui est à la fois importante pour moi et avec laquelle j'ai du mal, c'est d'écrire. Ça m'arrive souvent de faire, je suis en train de flemmarder, en train de faire je ne sais pas trop quoi, de regarder le ciel et compter les oiseaux. Après, je me retrouve à écrire un poème là en une vingtaine de minutes. Je ne corrige même pas et je pars me coucher pour dormir. Je me demande jamais si c'est bien écrit ou si c'est mal écrit et tout ça là. Tout ce que je me demande quand je finis de l'écrire, c'est est-ce que les mots que j'ai utilisés peuvent prendre vie chez la personne qui va les lire. Et les gens, d'habitude, je demande d'employer des mots très forts quand ils décrivent les impressions de certains poèmes que j'écris. Et je me demande, bon, est-ce que tu n'abuses pas un peu Bon, tu sais quoi, j'ai fait ça en 20 minutes là avec la flemme et tout, voilà, donc tu vois quoi. Parce que je connais des personnes qui corrigent, mais moi je m'en fous. Le ciel était un peu bizarre, il y avait un peu les oiseaux dans le ciel et tout ça, et voilà, c'est fini. Voilà la matière pour écrire, il n'y a rien là. Mais avec le temps, j'ai appris à accepter que effectivement, je peux faire des poèmes ou des textes. J'ai pas envie de dire de bonne qualité parce que c'est même pas le terme, c'est pas la qualité qui m'intéresse. C'est des choses qui justement peuvent prendre vie chez les autres et pour lesquelles finalement les gens ont de la considération par rapport à ce que ça leur apporte comme émotion. J'ai appris à profiter des retours que les gens me font sur ça, tellement qu'aujourd'hui, je n'aime pas qu'on me dise c'était bien écrit. Pour moi, c'était bien écrit ne veut plus rien dire parce que je sais quand c'est bien écrit ou quand c'est mal écrit, par exemple. Mais j'ai besoin que la personne en face me dise que ce soit bien écrit ou mal écrit, me parle de l'émotion, du ressenti vis-à-vis de la chose pour qu'à mon tour, je puisse en profiter. C'est un passage qui m'a fait vraiment comprendre la nécessité de s'approprier ce que les gens nous disent de bien sur nous, plus que ce qu'ils nous disent de mal. C'est facile de s'approprier ce qu'on nous dit de mal sur nous. On absorbe ça en disant, et soit on s'en fout, soit on dit que c'est bon comme ça, si tu veux, tu gères, si tu veux, tu ne gères pas. Mais on a plus de mal à faire ça avec les choses qui sont bien. Ce que tu viens de raconter me fait penser à un truc. Quand on me dit que j'ai un joli sourire, je réponds je sais. Oh, t'as un trop joli sourire, je sais. Et honnêtement, c'est un compliment qui ne me provoque rien du tout. Tu me dis que j'ai un joli sourire, je sais. D'abord, c'est pour ça que je souris comme ça. Mais si tu me dis que mon sourire a, je sais pas, illuminé ta journée, t'a mis de bonne humeur, en tout cas a provoqué une émotion en toi, ça me touche beaucoup plus. Et en fait, j'ai pensé à ça quand tu as parlé du fait que quand quelqu'un te dit que c'est bien écrit, oui, c'est pas ce qui est important pour toi. Ce qui est important, c'est de savoir que ce que tu as produit provoque de l'émotion. Peu importe même le type d'émotion, hein. Mais que ça provoque de l'émotion, que ça ne laisse pas la personne en face de marbre. Et je voulais aussi te dire qu'il faut que tu acceptes que pour provoquer de l'émotion, tu n'as pas besoin forcément de faire un effort. Parce que c'est ton don, c'est ta particularité. Si tu l'as écrit en 20 minutes, c'est ton problème. Mais 20 minutes de ton temps suffisent pour provoquer de l'émotion chez les gens. Alors que certains ont besoin d'un peu plus. Ou de beaucoup plus même d'ailleurs.
C'est comme la musique en fait. Depuis 2 jours, je cherche des playlists de gospel parce que j'ai écouté une chanson dans la voiture d'une de mes amies, je sais plus quand. J'ai écouté une chanson et j'ai un truc en fait, on se fait un peu les guerres de chansons. Donc j'étais dans sa voiture, j'ai écouté une chanson, je lui ai pas demandé, j'ai Shazam. J'ai Shazam la chanson en scred. Je Shazam la chanson en scred et je l'écoute littéralement en boucle depuis plusieurs jours. Et je cherchais des playlists gospel et du coup j'ai demandé aux gens de me passer leurs playlists. Et en fait, je sais pas comment te dire, mais en fonction de l'état dans lequel tu as un type de mélodie qui va te toucher. Oui. Par exemple, tu peux vouloir écouter des chansons chrétiennes. Allez, on va rester dans la religion. Tu peux écouter des chansons religieuses, mais même dans les chansons religieuses, tu as différents types. Tu as des chansons qui vont être plus te donner envie de danser en mode Shekinah des années 2000 et tout, brûle en moi, tout ça. Et c'est absolument pas le type de chanson que j'ai envie d'écouter, tu vois. En tout cas, depuis 2-3 jours, c'est pas ça que je cherchais. Donc du coup, j'ai demandé, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Hein, on voit ce que vous écoutez, les musiques du monde, tout ça. Si on avait dit, ouais, passez-nous des playlists pour cooker, ça aurait fusé, mais j'ai eu oui, je le dis. J'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai eu quelques réponses pour les playlists de gospel et du coup en fait j'écoute des chansons et dès les 15-20 premières secondes, si j'avance pas, je sais pertinemment que cette chanson ne me provoquera pas l'émotion que je recherche. Il y en a qui le font en fait. C'est dans la même playlist de gospel, c'est le même Dieu qui chante, c'est les mêmes trucs qui chantent, mais rien qu'à la mélodie, rien qu'à l'instrument qui est derrière, je sais que là, ça va pas me parler, ça va pas toucher la partie de l'âme que je veux toucher à cet instant précis. Et c'est ça en fait. Je pense que c'est le côté provoquer des émotions. Et là, je pense que c'est vraiment notre côté humain en fait. Je dis notre côté, là je parle que de toi et moi, je connais pas les autres. Notre côté humain qui en fait a une relation assez étroite avec l'émotion et c'est dingue parce que je me disais ça tout à l'heure en rentrant. J'ai passé ma vie à me définir comme quelqu'un de rationnel, de cartésien, je sais pourquoi, à toujours mettre les émotions en arrière-plan, à dire que je suis guidée par la raison, à faire des choix de raison en permanence parce que quelqu'un m'a appris qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait que je sois comme ça. Quelqu'un m'a appris très jeune qu'il fallait que je sois comme ça et qu'en fait il faut que j'apprenne à accepter que je suis aussi un être d'émotion et comme tu l'as dit, il faut les vivre, il faut les respecter, il faut les accepter, il faut voilà quoi. Effectivement. Mais j'aime à penser par exemple dans le cadre des gens qui se définissent comme des êtres purement cartésiens que il n'y a pas de réelle contradiction entre le fait d'être cartésien et émotionnel et le fait aussi d'accepter et le fait d'accepter pleinement tout ce qu'on peut ressentir et vivre du point de vue émotionnel parce que c'est comme par exemple toujours avec tout ce qui est spirituel et insondable comme tu le mentionnais au début, il y aura toujours des choses que le 1 + 1 égale à 2 ne sera pas en mesure de valider. Et au lieu de te mettre à remettre en question la logique cartésienne, il suffit juste que tu fasses « Ok, d'accord, là on n'est pas dans le domaine du cartésien et il n'y a pas de problème si on n'est pas dans le domaine du cartésien. La solution est émotionnelle et il n'y a pas de problème. Je prends la solution là où elle se trouve et j'avance. Mais tellement on n'accepte pas généralement de s'accorder ce petit écart en fonction d'une situation précise que les gens se mettent à avoir des conflits intérieurs qui pourraient être évités. Résolus. Mais c'est exactement, oui. C'est vraiment exactement ça. C'est le fait de mettre en opposition, le fait d'être cartésien et enfin, en tout cas, le fait de mettre en opposition la logique et les émotions. On perpétuait l'opposition. Je crois que c'est vraiment ça le problème. Si j'avais appris que c'était deux aspects d'une vie en fait, qui n'étaient pas forcément opposés, qui pouvaient exister un équilibre, qui pouvait en tout cas exister de la place pour les deux, il y a des choses que j'aurais peut-être pas faites. Je pense. Et je crois que c'est vraiment en tout cas c'est l'une des mes plus belles découvertes, de savoir que ce n'est pas opposé en fait, ce n'est pas opposé tout le temps et qu'il y a de la place pour les deux. Je sens qu'on pourra rester et discuter pendant des heures et des heures et des heures sur ce sujet, ou du moins ces différents sujets qui sont liés les uns aux autres. Mais je vais devoir te demander de poser la question pour le prochain invité. Donc, ma question pour le prochain invité, c'est quelle a été dans ton rapport aux personnes que tu côtoies l'émotion la plus
vivre, que tu aies pu ressentir et comment est-ce que tu l'as géré dans son contexte? Laisse-moi te dire que tu embêtes.